va mettre le costume du coach Shiroken de France et salut les enclencheurs. Cette fois on est prêt. Donc aujourd'hui on est réunis toi et moi pour une vidéo plutôt spéciale puisqu'on va aborder ensemble le sujet de comment prendre du niveau dans un jeu de cartes qui est notre jeu de cartes Dragon Ball. Alors tout d'abord, pour un joueur un petit peu plus confirmé, alors peut-être, je me repasse un petit peu mieux, peut-être que tu vas trouver mes conseils un peu obvious, mais vraiment si je fais cette vidéo, c'est parce que de notre côté, et apparemment c'est un peu partout pareil en France, on a pas mal de nouveaux joueurs qui viennent peut-être pas du tout du monde du jeu de cartes, qui sont tout nouveaux, et en fait ils sont un petit peu lâchés un peu dans la nature au niveau Dragon Ball, et je pense que ce genre de vidéo peut vraiment être intéressante justement pour vous apporter un petit peu des petites précisions, des petits coups de pouce à voir, à rentrer dans son mécanisme pour tout simplement, si vraiment tu as envie de t'élever au niveau de ton niveau personnel, et ben ça peut être justement le bon endroit où il faut être. Alors, tout d'abord, donc, on va partir sur une vidéo sur 3 points, mais là on va voir un point 0, parce que pour moi c'est un point qui est super difficile à connaître, et même à travailler sur soi-même, c'est le gestuel. Boum. Oui, c'est super dur, vraiment. Le gestuel, si j'en parle, c'est parce qu'on est quand même dans un jeu, que ce soit en mode fun ou en mode compétitif, où le langage du corps peut tout simplement donner pas mal d'informations. C'est très con, c'est très bête, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi par exemple, dans ma boutique, j'ai des joueurs qui ont un peu des tics de langage, surtout dans un certain moment où ils sont un petit peu dans la panade. Par exemple, moi j'en ai un, il commence à se mettre comme ça, tu vois, il se tapote un petit peu comme ça, et ça généralement tu peux être sûr à 100% qu'il est sur une action cruciale, et que s'il se loupe il est dans la merde. Et à chaque fois ça le trahit le pauvre, et on l'a déjà fait remarquer, mais c'est vrai que enfin, le langage corporel, tout le monde en a, tout le monde a des tics parfois, et c'est très dur à travailler. Et si vraiment tu es un petit peu dans le projet de t'améliorer et viser, on va dire, la compétition, il faut savoir rester stoïque quand tu joues, tout simplement. Parfois, tu peux même l'utiliser en contre-arme, mais vraiment dans un premier temps, il faut savoir vraiment rester de marbre quand tu joues pour pouvoir, enfin, pour éviter de transparaître, on va dire, des mauvaises positions. C'est bête, mais vraiment fais-y attention. Donc travaille ça, vois ça parfois avec d'autres joueurs, vois ce qu'ils pensent de toi quand tu joues, s'ils voient des choses pour simplement les corriger. Euh, Vraiment, parce qu'en compétition de haut niveau, ça peut te trahir. Après, voilà, quand tu joues en tournoi boutique, soit un peu plus cool, voilà, c'est pas quelque chose qui peut être vraiment grave. Mais voilà, c'est un petit truc déjà que tu peux travailler, c'est un premier point. Voilà, que tu peux mettre en place. Mais vraiment, c'est dur. Vraiment, même à haut niveau, tout le monde ne peut pas se dire je connais parfaitement mon corps. Ça, c'est clair. Mais voilà, un premier point pour pouvoir s'améliorer. Le deuxième point, donc une fois que tu as travaillé ta gestuelle, on va dire que ton assurance quand tu joues sur le jeu de cartes en direct, c'est préparer son mulligan et son tour 0. Là vraiment, là on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que préparer son mulligan, c'est un peu comme une mise en place, on va dire, d'une table pour aller manger. Si la mise en place de ta table est mal faite, bah, peut-être que tu ne mangeras pas dans les meilleures conditions. Et du coup, bah, contrario, bah, quand on repart dans le jeu de cartes, si ton mulligan il est moche, bah, ta game elle sera moche qui risque de suivre. Après, ça peut toujours s'améliorer, hein. Vraiment, il y a toujours des exceptions parce qu'on est sur un jeu de cartes. Mais vraiment, si tu veux être dans une position des plus confortables, il faut que tu sois déjà bien carré dans le lancement de ta game. Donc là, en premier conseil que je peux te donner, c'est une fois que tu te poses sur la table, c'est directement regarder le leader adverse. Une fois que tu as le leader adverse en face de toi, il faut que tu puisses directement déterminer la couleur qu'il est. C'est marqué sur le leader, je vous rassure. Mais déjà, la couleur pourra annoncer un peu ce qu'il est possible et ce que tu vas peut-être pouvoir prendre dans la tronche. Voir ses effets, voir si est-ce que tu vas te retrouver face à un leader qui te semble beaucoup plus agressif. Donc, s'il est plus agressif, il va peut-être falloir te dire, bah, dans mon mulligan, il va peut-être falloir que je pense à des solutions de défense. Ou au contraire, si devant le leader te semble un petit peu plus contrôle et prendre le temps, peut-être qu'il va falloir négocier ta main pour qu'elle soit beaucoup plus aggro. Encore une fois, après, ça dépend de ton deck, de comment tu l'as construit, de ce que tu veux en faire. Là, je te parle vraiment dans un cas de généralité. Vraiment, comme je te disais, tu as la gestuelle et après donc, la vue du leader adverse pour te donner un peu une première impression de ce qui va se passer dans ta game. Une fois que ça c'est fait,
Donc tu as mulligan ta main en conséquence de ce qui risque de t'arriver ou de ce que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir gagner. Ton mulligan il est fait, il va falloir poser ton énergie. Là pareil, à faire attention. Les énergies, on rappelle que maintenant on a les énergies bicolores. Donc peut-être que poser un bicolore en premier tour alors que l'adversaire semble avoir un deck qui peut te faire très très mal dès son lancement, c'est peut-être pas aussi la meilleure des solutions. Donc vraiment, réfléchis bien à ce que tu vas mulliganer. Il faut réfléchir surtout à ton premier tour, aussi à ce que tu vas pouvoir faire pendant le tour adverse. Parce que oui, quand tu mulliganes, tu réfléchis à l'action que tu vas faire. Mais tu peux aussi réfléchir à l'action que tu vas faire pendant que l'adversaire va vouloir te bourriner. Est-ce que je dois avoir des réponses? Est-ce que je vais pouvoir tenir peut-être une multitude d'attaques au tour 1? Comment ça va se passer? Est-ce que son leader peut le faire aussi? Vraiment, c'est toutes des données qu'il faut que tu arrives à engendrer très rapidement pour pouvoir tout simplement prendre la décision de quoi garder et quoi enlever à ton mulligan. Une fois que le tour 0 il est passé, moi ce que je te conseille, moi je marche comme ça un petit peu dans ma tête, c'est que dès le tour 0, j'ai tout le deck de mon adversaire qui est posé face cachée dans ma tête. Voilà, c'est comme ça, c'est posé. Et au fur et à mesure où l'adversaire va jouer une carte, et bien chacune de ces cartes dans ma petite tête va se révéler pour que je puisse essayer de prendre en compte tout ce qui peut jouer, tout ce qui peut m'arriver, et essayer de comprendre un peu les ratios de mon adversaire. On en viendra un petit peu plus tard pourquoi c'est super important, mais vraiment, là il va falloir faire marcher votre mémoire si vous voulez gagner en niveau. C'est vraiment garder en mémoire tout ce que peut jouer l'adversaire. Donc, par-delà, comment faire? Et ben, c'est simple, dès qu'il va poser une énergie, si vous ne connaissez pas la carte, n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à voir ce qu'elle peut faire, n'hésitez aussi pas à regarder tout simplement si elle tuto des cartes. Est-ce que vous connaissez la carte qu'elle peut tuto? Regardez généralement ce qu'elle fait, si elle fait des effets de destruction ou des effets de renvoi en main. Là vous pouvez peut-être un petit peu commencer à voir ce que peut entreprendre l'adversaire, car une mise en énergie, c'est soit une carte que vous voulez vous débarrasser parce que dans le match-up elle va vous servir à rien, ou à contrario ce que vous n'avez pas le choix, et des fois vous pouvez révéler justement vos... comment dire, révéler un peu votre plan de jeu, malheureusement votre adversaire. Donc c'est pour ça, vous en tant que joueur, n'hésitez pas à regarder chaque carte que va jouer l'adversaire et à la mémoriser pour savoir précisément comment est construit le deck adverse. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, on passe du coup sur la vision de jeu. Oui, c'est vrai que c'est contre adverse. La vision de jeu les gars. La vision de jeu et final turn. Donc la vision de jeu, on y arrive. La vision de jeu, c'est tout simplement la possibilité de regarder partout tout ce qui se passe. Parce que oui, le jeu de cartes Dragon Ball, ça ne se résume pas à son leader et juste à la zone de combat. La vision de jeu, c'est regarder les cartes qui sont sur le terrain, les cartes en énergie, et pareillement retenir ce qui peut aller en dispersion de votre adversaire. Car maintenant, dans le format actuel, à l'heure d'aujourd'hui, des cartes fonctionnent très bien avec la zone de dispersion. Donc des actions peuvent être faites en conséquence par rapport à ce qu'il y a en dispersion, donc des choses peuvent vous arriver aussi de cet endroit-là. C'est très sale ce que je viens de dire, c'est très sale. Non, vraiment, il faut, n'hésitez pas à avoir un œil partout, vraiment. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, je parle de la vision de jeu et le final turn. Le final turn, les gars, c'est quelque chose de super compliqué à mettre en place. Vraiment, même un joueur de haut niveau, un joueur au top du top, tu vois, il te le dira. Définir son final turn, c'est pas simple. C'est pas simple parce que tu as trop de choses à regarder. Et vu qu'on est, excusez-moi, dans un jeu de cartes, du coup, toutes les zones sont super importantes. C'est pas simple. Moi, par exemple, pour définir un final turn, quel que soit le deck que je peux jouer, hein, première chose que je regarde, c'est les énergies qui sont activées, enfin qui sont tout simplement disponibles. Si je vois que mon adversaire, je sais pas, on est au tour 5, il a 3 énergies en inertie, qui comme par hasard, il a 2 énergies bleues de relever, je peux me dire que là déjà, il y a plusieurs options comme activer des dimensions magiques pour relever des énergies, ou jouer des Senzu pour pouvoir encore augmenter ces énergies disponibles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte par rapport à l'énergie. Pareillement, l'énergie va vous parler, selon sa couleur, va vous parler de ce qui peut vous arriver dans la tête. Si le joueur joue jaune, peut-être qu'il va vous mettre des Kinto dans les dents. Peut-être qu'il y a aussi des Final Flash qui peuvent popper de je ne sais où, tu vois. Après, on peut pas connaître toutes les cartes, mais à force de jouer, vous allez garder en mémoire ce que les joueurs peuvent jouer devant vous. Et vraiment, la couleur définit précisément
C'est bête, hein, c'est bête vraiment. Mais la couleur définit vraiment ce qui peut vous arriver dans la tronche. Donc les énergies, on regarde les couleurs qui sont levées pour se préparer à comment réagir selon ce que peut faire l'adversaire. Une fois qu'on a vu l'énergie, moi généralement je regarde la main. Donc moi, je vois mon nombre de cartes que j'ai en main par rapport à l'adversaire. Pourquoi? Exemple concret, je suis avec mon leader, il a 15 000 points d'attaque. Logique une fois qu'on est éveillé. J'attaque mon adversaire, il a aussi 15 000 de puissance. Si l'adversaire ne défend pas, si moi de mon côté je ne combo pas dans mon étape d'attaque et que mon adversaire dans son étape de défense ne combo pas non plus, 15 contre 15, mon attaque passe. C'est-à-dire que mon adversaire, s'il va vouloir se protéger son point de vie qu'il risque de perdre, il va juste devoir poser une simple carte à 5000. Alors que tandis que moi j'aurais rien posé. C'est-à-dire que moi je garde ma main intacte et l'adversaire va devoir perdre une carte de sa main. A contrario, si moi pendant ma phase d'attaque, mon étape d'attaque, je commence à poser une simple 5000, tout de suite mon adversaire il va devoir monter au moins 21 000 pour se défendre. Donc, il va devoir mettre une carte à 5000 pour se défendre dans le même exemple, plus peut-être une autre carte à 5000. Donc tout de suite il va perdre 2 cartes alors que moi j'en perdrai qu'une. Donc mon sentiment de force va grandir. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des cartes qui existent qui combo à 10 000. Ça va prendre en compte dans les termes de puissance. Et en rouge, je crois qu'il n'y a que rouge qui existe actuellement. Je révise, mais il me semble que si, oui. Il y a peut-être l'éveil de KB qui vous permet en une extra de donner 6 000 directement à votre leader. Enfin, une carte. Excusez-moi, une carte, pour être précis. Mais sinon, en règle générale, plus vous avez de cartes en main, plus vous serez dans une situation plus favorable pour tout simplement être en meilleure position que votre adversaire. Plus vous avez de cartes en main, plus votre final turn va être percutant. Une fois que vous avez regardé votre main, que vous avez regardé l'énergie adverse, il faut regarder son terrain. Parce que oui, avoir plein de cartes en main c'est cool, mais si l'adversaire à contrario a une armée, je parle pas de l'armée du rebond, genre. Je parle d'une armée sur le terrain à 5000 de combo, ça peut s'ajouter dans la balance et tout de suite vous pouvez être du coup peut-être en infériorité, cherchez le mot, en infériorité face à votre adversaire. Là tout de suite c'est peut-être moins cool. Surtout que des fois il peut se cacher des bloqueurs qu'on a peut-être pu oublier. Donc toujours check avant de lancer la moindre attaque s'il n'a pas un bloqueur ou un effet qui peut s'activer en activation combat sur son terrain. Ça peut renverser une game. Un oubli, ça peut vous faire perdre une attaque cruciale. Donc toujours focus, regardez toutes les zones. Et il y a aussi la zone de dispersion à garder. Comme je vous le disais, on a tout un tas de cartes qui interagissent maintenant avec la dispersion. Donc là pareil, il pourrait peut-être faire des choses. Donc peut-être que ça va fausser aussi votre attaque finale. Donc encore une fois, quand vous voulez lancer votre dernière attaque, on check l'énergie, la main, le terrain et la dispersion. Une fois que tout ça c'est check, une fois que vous êtes sûr que votre puissance de combat elle est démentielle, qu'il ne reste que 2 points de vie, vous avez votre magnifique et votre puissant champ, pas double strike qui le donne en combo, et vous voulez y aller, allez-y. Encore une fois, comme je vous disais, si tous les voyants sont ouverts, faut pas hésiter, faut pas avoir de remords. Mais vraiment faire attention, vraiment checker en termes de puissance. Pareillement, ne pas oublier que dans la dispersion, il peut y avoir des cartes extra qui peuvent annuler des attaques. Ça se joue, ça se commence à revenir au début, vu que tout ce qui était des decks qui touchaient la main commençait à revenir. J'ai vu pas mal de joueurs du coup rejouer ça en main deck. Là, à l'heure actuelle, deck soirée, c'est un petit peu passé aux oubliettes, mais voilà, c'est des choses qui existent. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut faire attention. Il faut faire super attention. Derrière, il faut aussi faire un travail un petit peu de probabilité, enfin de possibilité plutôt, c'est le mot le plus adapté on va dire. La possibilité, c'est-à-dire que pour vous imaginer ça, on est pareillement toujours dans notre tour final, enfin on pense que c'est notre tour final pour finir l'adversaire. On va dire que je suis beaucoup plus fort au niveau de mon carte avantage. J'ai 10 cartes en main, l'adversaire en a que 8. Au niveau de la zone de combat, c'est bon. Il est full tap, il n'y a pas d'énergie disponible, c'est bon. En dispersion, il n'y a que 3 cartes, donc il ne peut rien m'activer depuis la dispersion, c'est bon. Normalement, tout est bon. Par contre, pour X ou Y raison, on peut se dire que tout est dans sa zone de warp, qu'il ne reste que 12 cartes dans le deck, que j'ai checké, et que bizarrement, je n'ai vu que un super combo. Si l'adversaire lui reste que 12 cartes dans son deck, que vous n'avez vu que ce soit dans sa dispersion ou sa zone parallèle qu'un seul super combo, vous pouvez être sûr qu'il entraîne quelque part. Et ça aussi, ça peut fausser complètement la game. Parce que les super combos, surtout maintenant les bicolores qui ont pas mal d'effets assez violents,
peuvent aussi vous retourner une game. Donc ça aussi, ça va prendre en compte les super combos qu'ils peuvent avoir en main. Là, on se fait un petit rappel, le coach Shiroken de France t'avait dit qu'il faut mémoriser toutes les cartes que joue l'adversaire. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Admettons que la première manche se soit passée, que tu as vu toutes les cartes adverses, ou peut-être les 3 cartes des cartes que peut jouer l'adversaire, tu vas pouvoir te faire un peu une probabilité pour la manche 2 du nombre de comptes qu'il peut jouer, peut-être du nombre de tutos qu'il va peut-être falloir peut-être counterplay pour éviter qu'il puisse se mettre bien dans son deck, peut-être faire attention aussi à tout ce qu'il peut jouer en relève d'énergie, les senzu, tout ça, voir les ratios, même s'il y a le side qui intervient, qui du coup offre un petit peu d'inconnu. Généralement, les sides c'est 15 cartes maximum. À moins qu'il side 15 cartes d'un coup, ce qui est très rare. S'il side que 2 ou 3 cartes, bah, pouvez vous dire que le ratio ne va pas changer. Et du coup, si tu as une bonne mémoire, tu vas pouvoir te rappeler précisément ce qu'il peut jouer au niveau de ses nombres de comptes et de ses champs pas double frappe qu'il peut jouer ou autre. Si tu les as bien en mémoire, tu vas pouvoir y faire attention après. Car oui, comme on dit, il faut toujours apprendre de son passé. Donc vraiment, tout ce qui s'est passé en première game, il faut le garder en tête. Si t'as surpris avec un champ pas double frappe, dis-toi qu'il a peut-être rajouté plus. Parce que pour lui, c'était peut-être sa façon de gagner, il va peut-être surdoser un petit peu la chose. Il y a plein de situations où il faut faire super attention. Donc voilà, comme je te disais, t'étales le deck adverse dans ta tête, tout est face cachée, tu relèves à chaque fois que le mec joue une carte pour te dire voilà, je connais presque le deck adverse, je sais ce qu'il peut faire, je sais ce qui peut m'arriver. Et du coup, bah, si tu es préparé, tu seras déjà beaucoup plus confiant pour ton match. Et si tu es plus confiant, bah, tout de suite, bah, tu prendras non seulement plus de plaisir à jouer, mais en plus, tu seras plus serein pour pouvoir gagner. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on en a parlé, c'est le side. Alors là, le side, oh là, c'est le truc le plus dur, vraiment. Pour avoir joué à pas mal de TCG, le side, c'est vraiment le côté le plus dur du jeu de cartes. Vraiment, il y a tellement de cartes que je peux pas te donner un conseil précis. Moi, je suis vraiment là pour te donner vraiment simplement juste des petites mécaniques, des petites choses à savoir. Pour moi, un side, il faut juste le build selon tes faiblesses. C'est-à-dire que c'est vraiment tout con, hein, mais il faut vraiment connaître ton deck pour connaître ses faiblesses et du coup te dire ah, mon side, tu vois, il va peut-être falloir que je mette pas mal de cartes peut-être pour combler vraiment ce problème. Exemple complet, tu peux le voir un peu partout, tu vois. Je suis un Broly fanboy même, je dirais. J'adore Broly. Et par exemple, sur un deck comme Broly Surge, moi le gros souci que j'ai quand je joue ce deck, bah, c'est tout ce qui me touche à ma main. Ou tout ce qui va faire que contrer pour m'empêcher de combo et du coup m'empêcher de faire grossir mon carte avantage, donc mon nombre de cartes en main. Donc généralement dans mes sides, je mets au moins un bon quart de cartes qui va m'aider à pouvoir garder un bon nombre de cartes en main. Tout simplement, c'est tout con. Moi, c'est vraiment la chose que je ferais. Voilà. Vraiment, un side, c'est vraiment, vous sur mon side, c'est vraiment vous aider tout simplement dans votre match-up. Donc, analysez votre deck, voyez ce qui est vraiment préjudiciable pour vous. Une fois que vous l'avez analysé, le side va se construire autour de ça. À côté de ça, évidemment, il faut prendre en compte, évidemment, des fois je dis évidemment, tout va bien. Mais il va falloir prendre en compte ce qui se joue en ce moment, surtout la méta, pour tout simplement rajouter les cartes qui pourraient vous aider justement à gagner contre ces match-up là. À moins que vraiment vous vous sentez complètement à l'aise et vous vous dites ce deck là je le passe sans problème, pas de soucis. Mais encore une fois, c'est en jouant qu'on devient joueur, c'est beau ça. Mais réellement, le side, voilà, construisez-le par-delà vos faiblesses, par-delà ce qui peut souvent se jouer. Et il faut que ce side soit bien construit pour pouvoir déterminer les cartes dans votre deck qu'il faut bouger. Pareillement, connaître votre deck, essayez de vous trouver un peu les cartes pivots, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont soit pas très essentielles à votre condition que vous êtes donné de gagner en jouant ce deck, et plutôt trouver les cartes que vous pouvez, entre guillemets, je bien, sacrifier selon les match-up pour pouvoir les rentrer. Donc vraiment, il faut vous dire dans votre side, je sais que ces cartes-là dans mon main deck, elles seraient peut-être moins utiles dans ce match-up-là, donc tac, je la vire, je mets la carte de side qui était prévue pour ça. Contre de l'aggro, je sais que ça me servira à rien, je vais mettre ça. Le mec met du temps à jouer, ça me sert à rien, je vais le changer pour autre chose. Voilà, il faut visualiser des cartes pivots, moi c'est ce que j'appelle ça comme ça, pour pouvoir faire des changements intelligents. Et pareillement, faire attention aussi aux couleurs quand vous construisez votre deck. Si vous virez une carte rouge et que vous rentrez une carte bleue,
peut-être que ça va déséquilibrer votre ratio de couleurs. Donc là aussi, faire attention aux couleurs que vous sortez et que vous rentrez. Pareil au niveau du bicolore, ça rentre aussi dedans. Donc vraiment, si vous commencez à essayer beaucoup de choses bicolores, ça peut peut-être casser un petit peu votre ligne de votre deck. Et si les ratios de couleurs sont complètement bancals, ça peut peut-être être préjudiciable de votre côté. Que ce soit sur votre pose d'énergie ou votre défense à un moment donné. Donc vraiment aussi faire attention à ce niveau-là. Donc voilà, ceci c'est vraiment des questions, enfin c'est vraiment des points que je voulais vous donner pour que vous puissiez gagner en expérience. Comme je vous le disais, encore une fois, peut-être que pour un joueur confirmé c'est un peu obvious, mais pour un nouveau joueur, vraiment c'est des choses, voilà, n'hésitez pas à les travailler sur vous, et vraiment vous verrez que tout naturellement, vous allez vous améliorer. Et même sur ces points-là, précis, vous pouvez poser des questions aux joueurs de votre local, si vous jouez un petit peu en tournoi local. Vraiment, la communauté Dragon Ball, en règle générale, jusque-là, j'ai jamais eu de soucis, par 2 ou 3 personnes, mais bon, ça c'est comme ça, hein. Mais réellement, la communauté Dragon Ball est vraiment super sympa, que ce soit même en tournoi local ou même en gros event. Vraiment, c'est super cool. N'hésitez pas à poser des questions, justement, ce qu'ils pensent sur leur match-up, ce qu'ils ont même peut-être pensé pendant votre match. Et vraiment, recevoir l'expérience d'une personne, c'est toujours bénéfique. Même pour des gros events, hein. Moi, si vraiment vous avez la possibilité de jouer un gros event et que vous vous dites « Ah, j'ai pas l'expérience, je me sens nul », franchement, c'est bête de penser ça. Moi, je vous le dis personnellement, je suis pas un grand joueur, je vais pas vous le cacher, je suis pas le top player qui top du tout. Mais vraiment, moi j'adore aller dans les gros events parce que je sais que tu prends masse d'expérience dans ce genre de tournoi-là. Vraiment, tu rencontres pas mal de joueurs de divers horizons, tu rencontres pas mal de decks différents. Ça va t'engendrer pas mal de cartes que tu verras peut-être pas dans ton local. Et tout de suite, tu vas sentir grandi grâce à ça. Et vraiment, n'hésite pas. Si tu peux, voilà, c'est comme tout, hein. C'est vraiment comme tout, c'est quelque chose de nouveau, ça fait toujours plaisir. Franchement, n'hésite pas. Voilà, donc si vous avez d'autres questions encore sur le jeu de cartes en lui-même ou sur des mécaniques ou autres, n'hésitez pas à me poser la question directement en commentaire. Vraiment, moi, pas de soucis. Donc voilà, donc tout ce que je peux te souhaiter maintenant, c'est de prendre du plaisir sur ce jeu de cartes, parce que vraiment, pour moi, à ce jour, c'est pour moi un des plus beaux jeux de cartes qui puisse avoir été fait. Il est vraiment cool, donc je te souhaite juste du bonheur dessus, et à très bientôt. Allez, ciao mon lapin chat.